Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de Point de Rencontre, votre émission. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes là pour qu'ensemble nous puissions penser le développement de la République démocratique du Congo, notre cher, beau et grand pays. Le Congo démocratique aujourd'hui, un pays décentralisé qui a octroyé des pouvoirs et des moyens aux entités décentralisées, c'est-à-dire aux provinces et aux territoires, pour que le développement puisse provenir de la base. Aujourd'hui, nous allons prendre un acteur d'État qui œuvre dans le secteur de la décentralisation comme acteur majeur, comme cadre majeur. Et avec elle, nous allons, avec cette autorité, allais-je dire, nous allons essayer de voir dans son secteur comment les choses se passent. Il s'agit bien de Madame Marie-Néline Sassa, députée provinciale élue de Mongafula, commune de Mongafula depuis 2006, députée jusqu'à ces jours. Mais actuellement, nous la recevons beaucoup plus comme ministre provinciale de l'urbanisme et affaires foncières. Excellence, bienvenue à notre émission. Merci d'avoir fait le déplacement de notre studio. Merci. Je vous remercie aussi. Voilà, mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je pose la question, vous êtes député depuis 2006. Oui. Une femme très engagée politiquement, mais sur le plan social aussi. On vous voit à côté des populations. Qu'est-ce qui vous motive? C'est par passion ou par défi? Bon, en fait, pour arriver à être désigné comme ministre actuellement, j'ai beaucoup émergé à côté de la population, ma base de la commune de Mongafula, qui m'a élu depuis 2006. C'est une passion de toute façon, c'est une passion. Depuis le bas âge, j'ai toujours été à côté des gens, à côté des grandes personnes, à côté de tout le monde, Mais, entre parenthèses, hein, toujours, depuis 2006, vous êtes député dans cette ville de Kinshasa. Quand on sait comment c'est difficile, vous avez un secret? Il n'y a pas de secret. Bon, si je peux appeler ça secret, c'est peut-être ma façon de vivre avec les gens. Les gens aiment m'approcher, comme moi, j'aime aussi approcher les gens dans la bonne gestion, dans la bonne manière, dans la façon de vivre. Et c'est tout le monde, hommes, femmes, vieux, vieilles, enfants, tout le monde. Toujours Mongafula, encore et toujours Mongafula. Même devenu ministre, toujours Mongafula. Non, devenir ministre, c'est Kinshasa. Même être élu comme député provincial, c'est la ville de Kinshasa. Dès lors qu'on est élu dans une circonscription électorale, dans une ville, vous êtes devenu député pour toute la ville de Kinshasa. Excellence, vous allez me corriger si je vais omettre quelque chose, ministre provincial d'urbanisme et affaires foncières. Quelles sont les attributions liées à votre ministère, étant donné que nous savons qu'il existe un ministre national avec les mêmes attributions? Il y en a même deux. Hein. Là, c'est séparé et avec des pouvoirs vrais sur une même terre. Bon, là, c'est l'étendue nationale, mais Kinshasa, quand même, représente ce qu'elle est. Comment sont dispatchées les attributions au niveau national et au niveau provincial? Bon, au niveau national, là, c'est... Au niveau provincial, d'abord, je peux dire que le ministère englobe tous les trois secteurs. Ça, c'est la gouvernance dans la ville de Kinshasa. Le ministère provincial, urbanisme et habitat et affaires foncières, dont je tiens la tête, renferme trois secteurs. C'est ça la différence entre provincial et national. Parce qu'au niveau national, au fait, là, il y a un ministère des affaires foncières, uniquement qui s'occupe des affaires foncières. Avec le ministre Molendo. Le ministre Molendo Aimé.
il y a un autre ministre national, Pius Mwabilou, qui s'occupe de l'urbanisme et de l'habitat. Exclusivement. Alors, urbanisme et habitat. Et habitat, oui. Ça, c'est au niveau national. Mais au niveau provincial, le tout est géré par un seul ministère dont moi, je tiens la tête. Ça fait trop de travail quand même pour un seul ministre. Mais vous vous occupez de quoi et le niveau national prend quoi? Bon, en fait, il n'y a pas tellement de différence. La différence, c'est seulement que le ministre national s'occupe du pays. Oui, ça, c'est de la politique générale du pays. Le ministère provincial s'occupe de la province, uniquement de la province. Parce que là, le ministre national gère toutes les 26 provinces. Mais tandis que la province elle-même, comme Kinshasa, moi, je gère les 24 communes qui forment la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa. Il n'y a pas tellement de différence, mais c'est seulement qu'au niveau national, c'est scindé, au niveau provincial, c'est un tout. Madame la ministre, aujourd'hui, si nous allons dans le cabinet, dans le cours des tribunaux, en tout cas, la grande majorité des conflits a trait à la terre, au secteur de l'urbanisme et surtout du foncier. Qu'est-ce qui peut expliquer ces conflits, j'allais dire désordre, mais je parle de ces conflits, cette émergence de conflits, pendant que vous avez dit qu'il y a une politique nationale en cette matière. Qu'est-ce qui est à l'origine des conflits Bon, qu'est-ce que je peux dire par là? Les conflits au niveau des cours et tribunaux, c'est vrai. C'est tous les jours que les fonctionnaires de ces ministères défilent. Les conflits naissent comment? D'un côté, entre les chefs coutumiers, les pouvoirs coutumiers. Ce pouvoir est géré par tous les membres de la famille coutumière, ce qui ne peut pas aller. Parce que, à moins que je me trompe, moi je sais que quand une famille coutumière choisit un chef ou un responsable, c'est autour de ce chef-là que tous les membres de cette famille vont défiler pour s'acquérir des conseils, pour palabrer, pour faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons dans la ville de Kinshasa, c'est tous les membres de la famille deviennent des chefs coutumiers. Alors, les conflits naissent comment? Au lieu que un membre, celui qui est choisi à la tête de cette famille, puisse décider, c'est tout le monde qui peut vendre la terre. Et pourtant, cela ne peut pas être autorisé normalement. Alors, la deuxième chose, les conflits, c'est au niveau aussi de la succession. La succession, quand les parents meurent, les enfants se battent, ils se disputent des biens laissés par les parents. En matière foncière, ce sont les morcellements parfois qui se font dans des parcelles laissées par les parents. Et c'est tous les enfants maintenant qui veulent vendre. Alors là, si un des enfants est mécontent, nous allons parler des morcellements, mais je me dis, dans le cas d'espèces, comme vous avez dit, le conflit, là, le problème avec les chefs coutumiers, là, c'est vous qui gérez, c'est la ministre provinciale qui gère, parce que là, ça vous concerne directement, dans vos attributions directement. Oh, oui, pour les chefs coutumiers, en tout cas, ça, on ne les gère pas. On ne les gère pas. Dès lors que nous avons un problème qui les engage, nous les accueillons dans nos bureaux. C'est pour chercher à trouver des solutions. Mais devant les cours et tribunaux, en tout cas, nous ne pouvons pas être derrière pour suivre ce qui a été, ce qui a eu lieu, pour arriver jusqu'au niveau des parquets, au niveau des tribunaux. Ça, ce n'est pas notre affaire. En tout cas, au prochain numéro, nous inviterons M. Fumu Difima, Sa Majesté Fumu Difima, pour parler de cet aspect des choses, parce que selon les informations de notre possession, les chefs coutumiers procèdent à des lotissements alors que cela ne rentre pas dans leur attribution et ça crée
de conflit. Phénomène, vous l'avez annoncé, morcellement. Toute ça, Gillette, Namapaon, Excellence. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est comme s'il n'y avait pas une réglementation. C'est-à-dire qu'on est en train, une parcelle de 20 sur 25, on peut la morceler à 3-4 morceaux. Est-ce que, que dit la loi en cette matière-là? Bon, en matière de morcellement, il n'y a pas tellement une loi sur ça, non. Il n'y a pas tellement une loi. Le morcellement, c'est tout le monde, tout propriétaire d'un terrain peut morceler à sa manière, selon son vouloir. Le morcellement, quand vous voulez vendre, vous êtes propriétaire de votre parcelle par exemple, et surtout cela se fait remarquer dans des communes anciennes. Par exemple, à Lingwala, Kinshasa, Kintambo, dans des communes dites Kasavubu, voilà, dans des communes Gombe même, hein, dans des Gombe même, la commune de la Gombe Ngaliema. Et on peut aussi parler des communes dites urbano-rurales. Dans ces communes-là, il y a, à leur création, ils ont eu la chance d'avoir des grands terrains. Alors, compte tenu aussi de la conjoncture du moment, chacun il se voit vraiment important et intéressant aussi, presque parfois aussi épuisé des finances. Épuisé des finances, il peut vendre, il peut morceler, vendre pour chercher de quoi vivre. Oui. Ouais. Mais cela pose des problèmes de fois, des servitudes. On vend, mais il n'y a pas moyen de la cohabitation devient très difficile, promiscuité, et puis il s'ensuit après des conflits, Excellence. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est un fait réel. Normalement, avant de morceler, il faut être propriétaire. Qui dit propriétaire dit détenteur d'un titre. Si vous n'avez pas de titre, en tout cas, ne vous dites être propriétaire d'un terrain ou bien d'une concession. Alors, avant de faire tout mouvement, quand bien même la parcelle ou la concession vous appartient, vous devez vous présenter avec votre titre devant les fonctionnaires fonciers que nous appelons les chefs de division des cadastres, les services des cadastres, les services de l'urbanisme. Les services de l'urbanisme d'abord avant d'aller au cadastre. Alors maintenant là, ce que nous remarquons, en tout cas personne ne s'intéresse à ça. C'est ça le mal. Ça coûte aussi cher. Hein? Non, pas tellement cher, pas que ça coûte cher parce que bon. Qu'est-ce qu'on appelle coûter cher? Qu'est-ce qu'on appelle? D'après vous, qu'est-ce qu'on appelle coûter cher? Qu'est-ce qui coûte cher? La procédure ou bien les titres? Les titres fonciers, c'est prohibitif. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas, Excellence, organiser une campagne pour favoriser la population d'acquérir des titres fonciers à des prix. Les prix qui sont mis à la disposition des assujettis, des demandeurs, ce sont des prix réels. Mais si vous pouvez dire que ça coûte cher, moi je ne pense pas. À mon avis, ça ne coûte pas cher. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des frais de descente qui doivent être incorporés. Et les machines, les instruments que les géomètres doivent amener au niveau de la concession, s'il le faut, ce sont des instruments qu'on loue par-ci par-là. L'État n'en paye plus. Donc l'État ne met plus à la disposition de ces fonctionnaires-là des instruments pour bien faire leur travail. Alors tout ça, même si, par exemple, un document peut coûter 5 000 francs, ça va vous coûter 12 000 francs ou 8 000 francs, c'est parce qu'il y a des petits frais. L'État ne fournit plus. On paye par-ci par-là pour essayer un peu de mettre à l'aise les demandeurs, les assujettis.
L'État, c'est vous aujourd'hui. L'État, c'est moi, mais moi, je ne crois pas que moi, je peux avoir des moyens pour payer ces histoires-là et puis mettre à la liste. Moi aussi, je vois la hiérarchie. Ce qui est vrai, en tout cas, le travail se fait très bien, quand bien même que les gens peuvent spéculer, mais je ne pense pas qu'il y a des prix exorbitants. Et là, parce qu'on peut aussi payer par palier. On tombe encore dans les compétences partagées entre les provinces et le gouvernement central. Excellence, au regard de la loi, qui est habilité aujourd'hui à lotir un terrain? Je vous donne un exemple. Chez vous, à Mongafou, là, vers CPA, il y a un jeu de ping-pong entre les pouvoirs publics ou les propriétaires et les chefs coutumiers. Par moment, les chefs coutumiers gagnent le procès, ils lotissent. Après, l'État vient démolir. Et à Pompage, là, dernièrement, on vient de faire partir un marché juste au Pompage parce que, soi-disant, le propriétaire est venu. Aujourd'hui, ces conflits-là dans les secteurs de compétences pour lotir, est-ce que ce sont les chefs coutumiers? Est-ce que c'est le service des cadastres? À la fin, c'est qui? Bon, en principe, depuis la loi Bakajika, la loi de 1973 qui est devenue obsolète, la loi Bakajika, cette loi dit quoi? Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. D'aucun ne peut ignorer. Alors, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est quoi? Les chefs coutumiers se disent propriétaires des terres. Et pourtant, si l'État peut se dire que c'est lui le propriétaire des terres, il y a une loi qui couvre l'État. Alors, cette loi, bien que devenue obsolète, nous devons quand même nous dire que le chef coutumier n'est qu'un gardien de cette terre-là. Gardien, un protecteur. Un protecteur de la terre. Pourquoi? Parce que si l'État décide, même là, nous sommes dans une concession très bien bâtie, mais quand l'État décide que je dois démolir, je dois tout détruire parce que je dois suivre ce qui est dans le sous-sol, personne ne dira à l'État le contraire. Personne. Alors, peut-être il y a une certaine faiblesse quelque part, je ne sais pas, dit à la conjoncture ou quoi. Normalement, c'est l'État qui est habilité à lotir la terre. Ce n'est pas un individu. Mais là, il n'y a pas conflit entre les gardiens des terres, les chefs terriens et la loi, parce que j'ai discuté avec les chefs coutumiers qui disent « Mabele Yabako Konabiso ». C'est-à-dire qu'il y a un attachement, une relation que je dirais même spirituelle entre le descendant représenté par les chefs et leurs terres. Alors quand l'État le cantonne dans le rôle des gardiens, est-ce que les chefs coutumiers comprennent cela? Parce que jusqu'à présent, ils continuent à vendre, à lotir. Malgré qu'il y a... Bon, les chefs coutumiers peuvent se dire que Mabele Yabako Konangai. Parce que toute personne est issue de quelque part. Ça, il faut qu'on se le dise. On ne peut pas ignorer leur pouvoir. Ça, c'est le pouvoir ancestral. C'est lié à tout ce qu'il y a autour de lui. C'est lui qui dit ça, les chefs coutumiers. C'est lié à tout ce qui est autour de lui. Ça m'appartient, même si un palmier qui a grandi de la terre jusqu'en haut, là, et qu'il nous donne des noix de palme, et le chef coutumier dira que ce palmier m'appartient. Bon, que voulez-vous? Ça, c'est inné. C'est inné. C'est comme un Mungala. Un Mungala dira que chez moi, chez les Bangala, l'Équateur, c'est chez moi. C'est chez moi. Et on ne peut pas l'aliéner dans une autre province. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est un pouvoir acquis depuis que le monde a été monde. Le monde a été créé. Donc ça, on ne peut pas méconnaître. Mais aussi longtemps que après, l'État est venu s'interposer, est venu avec ses lois. L'État est venu avec sa bonne gouvernance. L'État est venu avec sa gérance. En tout cas,
le chef coutumier doit se dire que je suis aussi géré quelque part. Je vous prends par exemple, un exemple typique et un exemple banal. Un enfant qui est né d'une famille. Vous avez des enfants. Il y a un enfant qui naît dans une famille. Cet enfant-là va grandir comme ça. Non, il doit être contrôlé par l'État. L'État civil doit le connaître, il doit être identifié par la maternité, là où il est né, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, normalement, le chef coutumier, c'est un gardien de terre. Le propriétaire de cette terre-là, c'est l'État congolais. Donc, s'il y a conflit, on peut conclure, c'est parce que les gens ne veulent pas, certaines personnes, pas tous, pas toutes, ne voudraient pas respecter la loi, et raison pour laquelle on est dans des conflits. Ah bon, oui, en principe, les gens ne veulent pas respecter la loi. Mais la loi, c'est la loi. Pourquoi il existe la prison? Pourquoi il y a la prison? Si on ne veut pas respecter la loi, on ne veut pas être en dessous de la loi, l'État va s'occuper de vous. Maintenant, on veut écouter Madame la ministre en ce qui concerne la procédure pour acquérir une terre. Si Davin, notre réalisateur, Davin Moubenga, voudrait devenir propriétaire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde voudrait avoir ne serait-ce qu'un lopin de terre pour devenir propriétaire. Bon, ça, on en parlera à une autre occasion. Quelle est la procédure à la matière? Chacun veut devenir propriétaire d'un lopin de terre. C'est bien. C'est comme un étranger aussi veut devenir aussi propriétaire d'un lopin de terre. Alors maintenant, ce Congolais-là qui veut devenir propriétaire d'un lopin de terre, il doit remplir toutes les conditions exigées par la loi. Vous vous présentez auprès d'un vendeur, une personne qui veut vous céder ses lopins de terre. Vous allez vous présenter devant cette personne. Après avoir conclu avec la personne-là, vous n'êtes pas encore un propriétaire. On ne peut pas vous appeler propriétaire. Parce que vous devez être couvert d'un titre de propriété. Soit d'un contrat de location, soit d'un certificat d'enregistrement. Alors pour les expatriés, les étrangers, on leur donne un certificat, un titre qui a la durée de 25 ans, renouvelable. Alors dès qu'il a ça, il peut se dire propriétaire de terre. Les étrangers ne peuvent pas avoir le terrain ici à titre perpétuel, donc c'est 25 ans renouvelable. C'est 25 ans renouvelable. 25 ans. Au-delà de 25 ans, s'il veut redevenir propriétaire, il va renouveler parce que ce n'est pas chez lui. Auprès des services compétents. Oui, des services compétents. Voilà. Et pour les nationaux Et pour les nationaux, il doit avoir un certificat d'enregistrement, il doit avoir un contrat de location. Bon, au niveau des communes, on délivre aussi des fiches parcellaires. Ça, c'est bon pour le recensement. Ce n'est pas un titre de propriété, non. Ça, c'est pour le recensement. Oui. Moi, j'ai ma parcelle, j'ai mis des locataires, j'ai ma parcelle, je dois avoir cette fiche parcellaire uniquement pour être identifié par la commune, par les services de la population. On peut le faire valoir en cas de problème parce que... Non, pas en cas de problème. Normalement, celui qui a la fiche parcellaire ne peut pas se dire directement Nazana lopango nangai talakutu mikanda nangai yango. Non. Il doit aller au service compétent, les services de cadastre pour s'octroyer un contrat de location. Là, on retombe encore au problème des frais. Les gens sont les frais, non. Les gens ont peur parce que ça coûte cher. Vous savez, dans tout ça... c'est pas moi, c'est... Oui, je vous comprends, mais dans tout ça, vous savez,
quand vous voulez, vous avez peur d'affronter les services compétents. Mais ces services vous rattraperont un jour. Ces services vous rattraperont un jour. Parce que qu'est-ce que nous voyons maintenant? C'est la loi. Quand il y a quelqu'un qui veut s'octroyer d'une parcelle qui ne lui appartient pas, bon, il peut aussi, cette personne-là peut aussi être méchant. Il va vers les services de cadastre. Il va voir dans les services de domaine là, il contrôle cette parcelle-là, cette parcelle. Il peut se taper d'un titre comme un certificat d'enregistrement à Betty Yango, à Bimisi Yango na Kombo na ye, à Koyakaka devant vous. Moi, le titre est là. Je n'encourage pas, évidemment, je n'encourage pas, mais c'est une mauvaise procédure. Mais il y a des gens aussi, surtout ces derniers temps, c'est ce qui s'est fait. Dans des cours et tribunaux, c'est la maladie actuelle maintenant. Oui. Les gens amènent les titres délivrés par les services de l'État et ils se disent propriétaires pendant qu'il n'a jamais construit, il n'a jamais été propriétaire. Ils préfèrent brandir ce titre-là pour qu'on l'appelle propriétaire d'intérêt. Et effectivement, il devient propriétaire de cette parcelle. Et ce qui n'est pas bon, nous n'encourageons pas. Mais ce que nous devons encourager, c'est que toute personne qui est propriétaire d'une parcelle, d'un lopin de terre, doit aller vers les services compétents pour chercher un titre de propriété. Le chef de quartier joue quel rôle dans la procédure d'acquisition d'un terrain? Le chef de quartier, c'est seulement... Tous ces chefs-là. Oui, les chefs de rue, dans une rue, prenons quelle rue Mayele par exemple, rue Mayele. Il y a un chef qui est là. Le chef là est censé connaître toutes les parcelles se trouvant dans la rue où il est désigné chef de rue. De numéro 1 jusqu'au numéro Songolo, numéro Yasuka. Alors, il connaît les réalités de cette rue, de la population de cette rue-là. Toutes les personnes qui sont dans des parcelles, toutes les sorties, toutes les entrées, les décès et consorts. C'est le chef de rue, ça c'est son travail. Une parcelle vendue sur la rue Mayele, on a vendu le numéro 5, la parcelle numéro 5. Le chef de rue doit signaler au chef de quartier. Ça, c'est son chef direct. Il n'a pas le droit de sauter le chef de quartier pour arriver à la commune. Souvent, il y a toujours répercussion des conflits inutiles. Alors, quand il informe le chef de quartier prend la procédure. On a vendu la parcelle, ok. Il invite les anciens propriétaires et les nouveaux propriétaires pour faire la mutation au niveau des quartiers. Il fait la mutation. Maintenant, le reste, c'est le nouveau propriétaire qui doit aller jusqu'au niveau du cadastre. Madame la ministre, aujourd'hui, et il n'y a pas longtemps, on a vu certaines anciennes autorités, pour ne pas dire dignitaires, déguerpis de leur maison. Le patrimoine de l'État est spolié, occupé de manière indue par certains individus. Que prévoit la loi en matière de biens si un particulier? Comme moi, je vais devenir propriétaire d'une villa appartenant à l'État en ville. La désaffectation doit se passer comment? Bon, les biens pour désaffecter un terrain, une parcelle, une concession, c'est presque la même procédure. L'intéressé qui en a besoin doit se présenter, doit écrire à l'autorité compétente. Alors, le ministre provincial se limite jusqu'au niveau de 2 hectares. En principe,
pour désaffecter, c'est au niveau de 2 hectares. Au-delà de 2 hectares, c'est le ministre national. Alors, ceux qui rencontrent les déguerpissements par-ci, par-là, peut-être ils ont signé des contrats qui n'ont pas abouti, ou alors ils ont occupé illégalement. Ça, comme ce sont des maisons, des immeubles qui sont gérés par le ministère des portefeuilles. Je crois que ça, c'est au niveau national que c'est géré. Ça, ce n'est pas à notre niveau. Tout à fait, mais si il y avait un conseil à donner dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, il y a, tout le monde voudrait habiter la Gombe, et c'est pas facile d'avoir un appartement à la Gombe. Si, en tant que ministre, mais surtout, Quinoise, parce que vous avez été élu depuis 2006 à Kinshasa, un conseil à donner, ça serait quoi par rapport vis-à-vis aux biens appartenant aux tierces, surtout à l'État? Non, c'est de se conformer seulement à la loi. On doit se conformer à la loi. On se conforme seulement à la loi parce que quand on vous déguerpit là, on vous déguerpit, ça c'est d'abord sur dans votre honneur essuyé. Ça, moi personnellement, je ne peux pas accepter. Ou alors le respect du contrat que vous avez signé avec la personne qui vous a octroyé à titre précaire l'endroit où vous occupez, que vous êtes en train d'occuper. À ce niveau-là, vous rappellerez peut-être la procédure, mais aujourd'hui, qui octroie les autorisations de bâtir? Parce que nous voyons, dans des quartiers résidentiels s'élever des bâtiments de X niveaux, alors que généralement, je prends... Non. Pour l'octroi des autorisations de bâtir, c'est vrai, il y a les services urbains provinciaux, comme le service national aussi, est octroyé. Alors, nous avons, en tant que ministre des tutelles, ministre sectoriel, j'ai mes limites. Je signe les autorisations de bâtir après avoir suivi toute la procédure. C'est quoi cette procédure? La procédure, c'est quoi? Quelqu'un veut construire sa maison. Parce que nous avons la limite de R plus 2, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus 2 étages. Deuxième niveau. Ça, c'est au niveau provincial. Alors, au niveau national, c'est au-delà. Maintenant, quand il y a le chef de division a fait tout son travail, il nous transmet les dossiers. Après avoir examiné, parce qu'il existe une commission de délivrance des autorisations de bâtir dans mon ministère. C'est vrai? Oui. La commission est là, la commission est composée de beaucoup de membres. Cette commission doit siéger avant que les dossiers... De délivrer... Oui, la commission siège, examine papier, et puis elle me transmet les dossiers pour la signature. Moi, je suis la dernière personne à apposer la signature. Pendant que le chef de division et le président de la commission a paraphé, et toute la commission qui a siégé a donné son approbation. Après moi, j'appose la signature et puis je remets acquis des droits. Au niveau national, c'est le secrétaire général. Le pouvoir lui a été légué par son ministre. C'est comme au niveau provincial. Moi, je signe parce que, selon les attributions, dans la nomenclature des attributions, c'est le ministre provincial qui signe les autorisations de bâtir. Mais la commission, son contrôle se limite seulement au début, a posteriori, et donc au début du processus, parce que quelqu'un peut venir demander l'autorisation pour
2 niveaux, mais sur terrain, on voit il arrive à 4. Bon, dans ces cas, est-ce qu'il y a un travail qui vient après, a posteriori, pour voir si ce qui a été autorisé est réellement réalisé tel que voulu? Oui, il y a toujours un suivi qui s'est fait, lequel nous avons la police de l'urbanisme. Okay. Nous avons les antennes installées dans des quartiers qui ont aussi des agents qui sillonnent. Quand il y a délivrance, il y a un chantier quelque part, ces agents-là sont obligés d'y veiller. Quand ils constatent que, parce qu'ils doivent être au courant, non, il y a ces chantiers-là, c'est R+2. Si c'est R+4, 5, 6 jusqu'au-delà, en tout cas, ça ne nous concerne pas. Ils viendront aussi signaler, non, à l'adresse telle, en tout cas, il y a une construction qui s'est faite, mais ce n'est pas à notre niveau. Nous passons. Mais si ça nous concerne et que, au lieu de construire jusqu'à 2 niveaux, la personne va au-delà, nous suspendons les travaux. Nous suspendons les travaux. Vous en avez le moyen de suspendre les travaux? Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Nous suspendons les travaux. Nous scellons l'entrée. Je demande pour des niveaux, mais entre-temps, je joue à la loterie, j'ai un peu d'argent. Automatiquement, j'enchaîne, je vais régulariser un peu. Je ne pense pas que... En tout cas, on n'a jamais... Bon, jusque-là, je n'ai jamais rencontré ce genre de problème. Mais je sais que la procédure est que nous arrêtons les travaux, accompagnés par la police qui nous assiste pour que les gens n'y accèdent plus, jusqu'à ce le propriétaire va respecter les normes. Ou alors, s'il veut construire au-delà, en tout cas, il est obligé de se remettre et de refaire un autre dossier avant de continuer. Alors, voilà. Pour aplanir toutes ces difficultés, Excellence, quelle est la politique de l'urbanisation et du foncier de la ville de Kinshasa, dont vous avez la charge? Ouais, notre politique, c'est quoi? D'abord, nous avons la loi qui nous couvre. Je reviens toujours à la loi Bakajika. Cette loi a existé pendant que la ville n'avait pas encore le statut province, la ville de Kinshasa. C'était encore Kin Labelle, Kin Malebo, Léopoldville et tout. Alors dès lors que la ville est devenue province, en tout cas, il y a une politique qui est mise sur pied, c'est-à-dire il y a la CONAREF, la coordination de la réforme foncière, coordination nationale de la réforme foncière qui est sur terrain, d'ailleurs qui avait même tenu des assises au collège Boboto au mois de février. Alors cette coordination est en train de nous aider, pour réformer, pour réorganiser, pour remettre Kinshasa vraiment à son état normal. Nous avons aussi la DRC partielle qui nous aide aussi, qui va bientôt s'installer sur le terrain. C'est pour la numérisation. Ça, c'est vraiment une bonne politique. Le protocole d'accord et le contrat venaient d'être signés entre la ville... Numériser les titres. Numériser les titres dans le service de cadastre. Oui. Parce que nous avons constaté depuis un moment que les archives n'étaient plus respectées. À force de beaucoup garder des papiers dans des lieux parfois non autorisés, les archives sont en train de s'en aller, de s'effondrer, si vous voulez. Alors c'est comme ça que DRC partielle va nous aider pour remettre
vraiment à l'état normal les archives du cadastre. Tous les documents seront vraiment archivés parce que on appelle ça un guichet unique. Ça va contenir toutes les données des propriétaires, des titres de propriété dans la ville de Kinshasa. Excellence, nous tendons vers la fin de cet entretien. Je voudrais savoir, au nom de ceux qui nous regardent et qui nous transmettent leurs questions, quels sont les projets de la ville de Kinshasa dans le secteur de l'urbanisme, du foncier, même de l'habitat? Parce que quand vous nous dites aujourd'hui qu'on doit payer 3 mois de garantie locative, mais le propriétaire dit « Ngobila ne m'a jamais construit une maison ici, je le mets à 12, si tu ne veux pas, tu pars ». Donc ce sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés au jour le jour. S'il y a des projets dans ces 3 domaines qui constituent votre portefeuille, on vous écoute. Monsieur le journaliste, vous savez, la ville de Kinshasa, c'est une ville qui est devenue presque une ville, bon, si je dis abandonnée, je vais encore m'enfoncer la clou. C'est moi qui ai abandonné la ville, étant aussi membre de l'exécutif ou alors habitant de cette ville. Le gouverneur de la ville, Jean-Denis Ngobila, il a vraiment sa politique personnelle d'abord qu'il a mis à notre disposition, laquelle c'est de revoir, de revivre cette ville, de revêtir cette ville sa robe d'antan. Alors, il a le projet de construction de logements sociaux. Nous sommes en train de chercher, nous avons déjà trouvé des endroits. Il veut construire avec des partenaires qui sont en train de solliciter auprès de lui des logements sociaux. Il va construire des logements sociaux, il va dégager, il est en train de dégager par le biais des chefs de division que nous dirigeons, les chefs de division, les bourgmestres qui sont mis à notre disposition, de dégager les routes. Les routes sont encombrées. Elles sont encombrées. Il faut que les routes soient dégagées. Et il y a aussi la numérisation, je disais ça tout à l'heure, la numérisation du cadastre qu'il ne faut pas oublier parce que la ville doit avoir sa propre cartographie. C'est ce qu'il est en train de faire malgré les difficultés qu'il rencontre, mais nous sommes là pour le soutenir, pour l'aider en tant que ministère sectoriel. Chacun dans son coin, les ministres, nous sommes appelés à les soutenir. Et il y a encore un projet avec les Turcs. Les Turcs sont arrivés ici sur la demande du ministre Aimé Sakombi, le ministre national, le ministre des Affaires foncières, Molendo, qui avait signé avec les Turcs un protocole d'accord pour la numérisation aussi. Alors, nous demandons l'implication. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque part les attributions qui se rencontrent, qui se retrouvent ensemble. Les attributions de mon ministère et celles des ministères nationaux, les 2 ministères nationaux. Je demande à mes 2 collègues nationaux de nous associer aussi. À chaque fois qu'il y a des partenaires pour une cause commune, pour un besoin commun, nous devons nous mettre ensemble pour travailler. Parce que nous sommes tous appelés à atteindre un seul but. Le but, c'est quoi? C'est la bonne gouvernance, c'est le développement de notre ville, de notre pays. Voilà. Excellence, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne le micro. Vous regardez la caméra pour adresser un message parce que nous sommes dans un domaine qui concerne les Congolais.
dans l'ensemble, mais les Quinois en particulier, qui nous touchent directement, propriétaires ou locataires, et ça nous concerne. Alors, s'il y avait un message qui va nous permettre de clôturer cette émission, on vous écoute. Pour les Quinois, même à Lingala, je voudrais vous lancer ce message, lesquels, en tout cas, nous voulons travailler. Tolingi tosala pour la ville de Kinshasa. Tozali na souci ya makasi pour la ville de Kinshasa. Parce que biso batu tomonaka ville oyo ndenge ezalaka nanu na mwa robi na ye ya kitoko. Kinshasa ezalaka poto mowindo. Moto auti intérieur azali koya na kati ya ville de Kinshasa azana fierté makasi. Batu mususu bazalaki koya na pepo, ba mususu na masuwa, ba mususu na train. Kinshasa ezalaka ville moko kitoko makasi. Mais po na yo Quinois, po na nga Quinoise, po na ye Quinois, to baby civil na biso ya Kinshasa oyo. Yango na sengi na bino ba Quinois. Tozala na motema malamu. Eloko oyo babengi insalubrité elata biso na banzoto te. Mutu na mutu ayeba lolenge nini nasengeli ko effacer na miso na ye likambo babengi bosoto. Parce que même ata na ndako na yo bosoto ezali, mais ne fiske na libanda, parce que libanda yango wana ekolekela bato nyonso. To meka nanu ko rendre ville na biso kitoko. To accompagner gouverneur na biso, parce que ngobila mbaka azali mutu akokotaka bisika nyonso te po asali la biso musala. Biso moko mutu na conscience na ye ayeba nini asengeli kosala pona ko rendre ville na biso, pona ko rendre sika avandi ezala kitoko. Tozala koyokela pe bakonzi ya leta. Tango moni mokonzi ya leta solola eza te ke okangi ndako obengani ye ezali malamu te, parce que aza na disposition na yo tango mususu po asunga yo. Yo pe osengeli kosunga ye pona totambola malamu, parce que mokonzi ya mboka Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kozela na biso ba Quinois, ba Congolais makambo ya kitoko, parce que soki pe tondimeli ye te, tosepeli na makambo na ye te, tozali ko accompagner ye te, ezali buzoba ya biso moko. Tozali kozinda kaka kozinda, parce que ye akokotaka na bisika ya moto na moto te, mais mibeko yalingi kosalela makambo yalingi kosala na mboka na biso totosa yango po mboka na biso ekende liboso. Matondi Mingi, maman ministre, c'est sur ces propos que nous mettons un terme à cet entretien. Il a été question de la politique de l'urbanisation et du foncier de la ville de Kinshasa et même de la l'État. Merci à vous, Excellence, de nous avoir accordé un peu de votre temps après quelques ratés. Merci de la disponibilité et transmettez aussi notre volonté d'accompagner la ville de Kinshasa à travers l'action de votre gouvernement à vos collègues, de passer parler de leur réalisation. Et merci à ceux qui vous accompagnent et surtout à ceux qui ont suivi cette émission. Merci à Davin et Eric qui ont été à la réalisation et surtout à très vite. Tenez bon. À la prochaine. Ciao.